Chaque seconde, dans le monde, plus de 2 millions de mètres de fils de cuivre sont fabriqués. Mais seule une partie se transforme en une véritable œuvre d'art d'ingénierie, la bobine d'induction. C'est le cœur des transformateurs, des chargeurs, des moteurs électriques. Dans cette vidéo, vous allez suivre tout son parcours, du fil de cuivre étincelant à la spire parfaite, vernis, vide, four infrarouge. Tout est mis en œuvre pour que le cuivre supporte des années de charge sans produire la moindre étincelle. Restez jusqu'à la fin, vous serez surpris de voir combien de maîtrise se cache dans un seul millimètre de fil. Le fil de cuivre destiné aux bobines d'induction n'est généralement pas fabriqué dans la même usine où elles sont enroulées. Il provient d'entreprises spécialisées distinctes qui se chargent du tréfilage, du recuit et de l'émaillage. Tout commence avec du fil machine en cuivre, de grosses tiges de cuivre, d'un diamètre habituel de 6 à 8 mm, produites à partir de cuivre électrolytique dans des usines métallurgiques. Ensuite, on étire ce fil à travers une série de filières de plus en plus étroites, réduisant ainsi son diamètre. Puis, le fil passe dans un bain ou une buse de vernis, qui forme une fine couche isolante. Il est ensuite séché dans des fours spéciaux, à une température de 150 à 230 degrés Celsius, couche après couche. Il doit y avoir au moins 3 de ces couches. Ce n'est qu'après tout cela que le fil est acheminé vers le lieu de fabrication des bobines d'induction. Les portes s'ouvrent et un camion pénètre dans l'enceinte de l'entreprise. À l'intérieur, de lourdes bobines de fil de cuivre, semblables à des bobines de fil géantes pour des titans. Certaines ont la taille d'une roue de voiture et pèsent de plusieurs centaines de livres. D'autres sont plus petites, mais non moins importantes. Elles sont soigneusement rangées dans des boîtes en plastique hermétique, recouvertes d'un film de protection, avec un étiquetage sur tout le périmètre. Un cariste soulève délicatement une bobine et la transporte vers la zone de stockage. Ici, tout est stérile. Le sol brille et une légère odeur d'huile de machine et de vernis flotte dans l'air. Chaque bobine a son passeport, numéro de lot, diamètre du fil, type de revêtement en vernis, date de l'émaillage. On ouvre le conteneur qu'au moment de lancer la production. Et alors, c'est comme si on déroulait un ruban d'or. Le fil couleur cuivre scintille, parfaitement lisse, avec une fine couche de vernis, à peine perceptible à la lumière. Un seul contact maladroit, et l'émail peut être endommagé. C'est pourquoi on ne le manipule qu'avec des gants. Dans la zone de travail, on trouve des machines à bobiner spéciales. Elles se tiennent là, telles des araignées silencieuses, prêtes à commencer leur tissage méticuleux. L'opérateur insère la bobine de fil dans le support, fait passer le début du fil à travers un galet de guidage et le fixe sur le noyau de la future bobine d'induction, généralement un noyau en ferrite ou en métal. La machine se met en marche. Le fil s'enroule autour du noyau avec une précision micrométrique, spire après spire, de manière dense, sans le moindre interstice. La vitesse est contrôlée par ordinateur. Trop vite, le fil pourrait se casser ou surchauffer. Trop lentement, la production deviendrait inefficace. Tout se déroule dans un silence quasi total. On n'entend que le léger bourdonnement du moteur et le chuchotement du métal. Sur l'écran, un schéma de bobinage s'affiche. Type de bobine, nombre de spires, géométrie, parfois même l'angle d'inclinaison des spires. L'opérateur surveille attentivement la tension du fil, car le moindre relâchement entraînerait une baisse de l'inductance, et donc toute la bobine serait bonne à jeter. À un certain stade, le fil s'arrête automatiquement. On le coupe avec précaution
et l'extrémité libre est fixée par un fermoir spécial ou une soudure. La bobine est encore chaude à cause du frottement. S'il s'agit d'un enroulement multicouche, le processus se répète, couche après couche, avec une fine isolation entre elles. Au final, on obtient un cylindre compact, le cœur de n'importe quel transformateur, chargeur ou moteur électrique. Dans l'atelier, on entend un léger vrombissement, c'est la ligne d'imprégnation qui démarre. Les bobines de cuivre, à peine assemblées et encore tièdes au toucher, avancent sur un convoyeur vers la section où aura lieu leur rituel de protection. Un bain de vernis électro-isolant brillant ou de résine époxy transparente les attend, des substances qui rendront chaque spire solide, stable et endurante. Les petites bobines sont simplement immergées complètement. On les plonge dans le liquide comme une cuillère dans du miel et on les y laisse quelques minutes. Le vernis s'infiltre lentement entre les spires, enrobe le cuivre, comble les vides et soude littéralement la structure en un tout monolithique. Ensuite, on les retire en les soulevant lentement pour que l'excédent s'égoutte sans laisser de coulure. Mais pour les plus grosses bobines, le rituel est plus complexe. L'imprégnation sous vide. Les bobines sont placées dans une chambre hermétique et une pompe en évacue l'air. Le vide aspire les bulles d'air, non seulement de l'espace environnant, mais aussi des plus petites micro-fissures à l'intérieur du bobinage. Ensuite, le vernis est introduit dans la chambre et il pénètre absolument partout, comme l'eau qui s'infiltre dans une fissure sèche dans la roche. Aucun micro-interstice n'est laissé sans protection. Tout cela n'est pas pour faire joli. Dès demain, ces bobines travailleront dans des conditions difficiles. Vibrations, surchauffe, oscillations électromagnétiques. Et seule une imprégnation fiable protégera leur forme et leur conductivité, pour qu'aucune étincelle ne détruise ce qui a été créé avec tant de précision. Après leur bain de vernis, les bobines d'induction poursuivent leur chemin, vers la zone de séchage. C'est un four! Ici, ça ne sent pas les petits pains, mais l'atmosphère est tout aussi rigoureuse. Température, temps et précision sont d'une importance capitale. Chaque bobine entre dans le four, où la température monte jusqu'à 150 degrés. C'est là que le vernis, auparavant liquide, commence à se polymériser. Minute après minute, il durcit, se transformant en une armure solide et transparente. Une fine carapace brillante qui enveloppe les fils de toutes parts. Elle est légère, presque invisible, mais incassable. La fixation de la forme, c'est l'un des principaux résultats de cette étape. Tant que le vernis est mou, les spires peuvent légèrement bouger, surtout lors du fonctionnement dans un appareil où il y a des vibrations ou des charges de courant. Mais après la cuisson, tout se fige exactement comme il faut. Certaines usines, au lieu des chambres classiques, utilisent des fours infrarouges. Ils agissent de manière ciblée, chauffant la surface plus rapidement et plus uniformément. D'autres emploient des systèmes de tunnels, où les bobines se déplacent sur un convoyeur à travers un tunnel de chaleur. Ça permet d'économiser de l'énergie et du temps, surtout en production de masse. Et un autre point important, l'amélioration de l'isolation. Après durcissement, le vernis devient résistant à l'humidité, à la surchauffe, au choc mécanique et même à certains produits chimiques. Ça signifie que chaque bobine qui sortira du four pourra fonctionner pendant des années, sans perdre la moindre parcelle de sa puissance. Après la cuisson, les bords des bobines peuvent rester un peu irréguliers. Des restes de vernis, des chutes de fil ou un excès de matériaux dépasse. Tout ça est soigneusement coupé ou poncé à l'aide d'équipements de précision. Des disques abrasifs, des micro-ponceuses et parfois même une découpe au laser. C'est particulièrement important pour les bobines qui doivent s'insérer parfaitement dans des assemblages où chaque millimètre compte.
Après l'imprégnation et le traitement thermique, le vernis ou la résine époxy forment parfois des gouttes ou de petites coulures. On les retire délicatement à la main ou à l'aide d'équipements spéciaux. On utilise parfois des couteaux à ultrasons ou des microfraises pour préserver la structure tout en enlevant le superflu. La forme finale doit être parfaite pour le montage. Hauteur, largeur, position des sorties correctes. Le produit est contrôlé pour sa conformité aux spécifications techniques, visuellement, mécaniquement et parfois à l'aide de scanners 3D. Car si une seule spire est légèrement décalée, cela peut déjà être un motif de rejet. Chaque seconde, dans le monde, plus de 300 mètres de fils émaillés voient le jour. C'est assez pour entourer un gratte-ciel, et il en resterait encore pour un transformateur. Mais tout ne commence pas dans un entrepôt ou un laboratoire, mais avec une tige lourde et brute, un crayon de cuivre de 45 kg. On l'étire, on la presse, on la cuit, et on la recouvre de couches microscopiques d'émail à une température de 500 degrés. Ce n'est pas juste de la production, c'est une bataille pour l'endurance, la flexibilité et la conductivité. Aujourd'hui, tu vas voir comment se forme le système nerveux du monde moderne. Le fil qui transporte le courant, fait tourner les machines et construit l'avenir. Tout ne commence pas par de l'éclat, mais par du brut, une tige de cuivre grossière, épaisse comme un crayon, lourde comme un haltère, 8 mm de diamètre, plus de 45 kg. Mais elle est destinée à devenir un conducteur fin et flexible, presque un cheveu, capable de supporter la tension et le temps. Pour y arriver, on étire la tige à travers une série de trous en acier, appelés filières. C'est une machine à tréfiler, une machine qui ressemble à une bête musclée, qui tire le cuivre avec une telle force que le métal commence à changer de nature. À chaque filière, le fil devient plus fin et plus long, comme un souvenir qui s'étire dans le temps. La température monte. Le frottement est dingue. Sans refroidissement, le cuivre se mettrait simplement à bouillir. Alors, le fil est constamment arrosé d'eau ou de lubrifiant. Le bruit dans l'atelier est tel qu'on a l'impression d'être tombé dans la gorge d'un géant. Mais c'est précisément ici que se forme le cœur de n'importe quel moteur, transformateur ou bobine. C'est ici que tout se joue. Le fil sera-t-il dur et cassant ou flexible et résistant? Car le vrai fil, ce n'est pas celui qui brille, c'est celui qui a tenu bon. Après que le fil de cuivre a survécu à la presse de tréfilage, il reste un peu traumatisé. Il y a en lui une fatigue microscopique, une tension interne, une fragilité. Il est tendu à l'extrême, comme les nerfs pendant une deadline. Si on laissait les choses en l'état, il se casserait au moment le plus crucial. Alors, on l'envoie dans un four de recuit, un long tunnel chaud à travers lequel le fil passe, comme au purgatoire. À l'intérieur, près de 400 degrés Celsius. Une chaleur de folie. Le four fonctionne à l'hydrogène ou avec un gaz inerte pour que le cuivre ne s'oxyde pas. Car il suffirait que l'air le touche dans cet état et une couche terne et impardonnable apparaîtrait sur sa surface brillante. Le fil est chauffé jusqu'à devenir mou, jusqu'à cette limite où la structure du métal change et toutes les cassures, fragiles au niveau moléculaire, disparaissent. Le cuivre devient malléable, comme une pâte bien pétrie. Il est de nouveau prêt à se plier, à s'enrouler, à transmettre de l'énergie. L'opérateur près du four surveille la température, comme un grand-père surveille sa soupe, avec attention, sans se presser. Il le sait,
Ici, on ne peut pas trop cuire. Et on ne peut pas sous-cuire non plus. Tu te souviens de ce moment dans les films, quand le héros enfile son armure avant le combat final? C'est exactement ça. Le cuivre a passé l'épreuve de la pression et du feu. Et maintenant, il est temps de le rendre isolé, mais pas enfermé, protégé, mais conducteur. L'émail entre en scène. Ce n'est pas l'émail des casseroles. C'est un vernis spécial, transparent, fin comme un souffle, mais solide comme le roc. Sa formule, c'est le secret de l'usine. Des polymères thermorésistants qui peuvent supporter la chaleur, le froid, le courant et le temps. Le processus commence par un bain ou une buse, où le fil de cuivre passe à travers l'émail liquide. Vite, instantanément, sans s'arrêter. Ensuite, le four, un autre. Cette fois, pas pour nettoyer, mais pour cuire le revêtement. Température, près de 500 degrés. L'émail se polymérise, c'est-à-dire qu'il se transforme littéralement de liquide en un revêtement protecteur solide. Microscopique, mais fiable. Mais une seule couche, ça ne suffit pas. On répète le processus. Encore un bain, encore un four. Et encore, jusqu'à 15 fois, jusqu'à ce que la couche soit parfaite, sans coulure, sans bulle. Et pendant tout ce temps, le fil se déplace à une vitesse de 50 km/h. C'est comme enrouler du fil sur une bobine à bord d'une Formule 1. Les opérateurs sont devant leur pupitre de commande. Ils regardent des écrans avec une précision microscopique. Un seul reflet suspect, et le lot est défectueux. Un seul défaut microscopique, et le cuivre ne pourra pas supporter le courant dans le moteur d'un avion ou le chargeur d'une voiture électrique. C'est un travail d'orfèvre, mais pour des géants. Car le fil émaillé, ce n'est pas juste un conducteur, c'est le système nerveux du monde. Et chacune de ces couches, c'est comme une promesse que le courant arrivera là où il faut. On a donc un fil fin, parfaitement rond, avec une couche d'émail parfaite. Mais pour l'instant, l'émail, c'est juste du vernis. Il ne sait pas encore ce que c'est que l'endurance. Il est mou, vulnérable. Et le monde de l'électricité ne pardonne pas aux faibles. Le fil entre dans les fours de traitement thermique. Ce sont des sortes de grille-pain géants, mais au lieu du pain, il y a du cuivre, et au lieu du fromage, des polymères. La température est d'environ 500 degrés. À l'intérieur, une atmosphère contrôlée à la molécule près, souvent de l'azote ou de l'hydrogène, pour empêcher l'émail de s'oxyder ou de changer de structure. Dans le four, l'émail se polymérise complètement. Il devient dur comme du verre, mais flexible. Il devient un bouclier qui ne se fissurera pas à l'enroulement. Il devient une gaine qui supporte la tension, comme un guerrier encaisse un coup. Le four, il est long. Le fil se déplace à travers lui en douceur, avec une précision mathématique. Sur chaque centimètre, son propre microclimat. Le système de contrôle vérifie la température, l'humidité, la vitesse de déplacement. Si on se trompe, ne serait-ce que sur un point, au lieu d'un superfil, on obtient une belle pellicule inutile. Il n'y a pas de fumée, mais il y a de la chaleur. Il n'y a pas de feu, mais il y a un four. Il n'y a pas de bruit, mais il y a de la tension, car c'est le moment même où tout se décide. Quand le fil sort du four, ce n'est plus juste du cuivre dans du vernis. Il est prêt. Prêt pour les bobines des moteurs, des transformateurs, des générateurs. Prêt à être le cœur de n'importe quelle machine qui respire l'électricité. Dès que le fil sort du four chaud, il brille littéralement. Pas au sens figuré, mais physiquement. Mais attendre simplement qu'il refroidisse, ce n'est pas notre méthode. Ici, tout est synchronisé, comme l'atterrissage d'une navette spatiale. On le fait passer immédiatement par des sections de refroidissement. Le plus souvent, un refroidissement à l'air ou à l'eau. Dans le premier cas,
de puissants ventilateurs qui soufflent comme un ouragan. Dans le second, de fines douches d'eau qui enveloppent le fil, comme une brume matinale. Parfois, on utilise aussi un refroidissement à l'huile, si on a besoin d'une douceur particulière. Mais il y a une nuance. L'émail, après la polymérisation, est encore chaud et un peu fragile. On ne peut pas le choquer avec un changement de température brutal. C'est pourquoi la température et l'intensité du refroidissement sont super précises. C'est presque un processus méditatif. Réduire la chaleur, mais sans tuer l'esprit. Juste après le refroidissement, la lubrification. C'est comme la touche de brillance finale après le séchage des cheveux. Le fil passe à travers un bain d'huile microscopique ou un système de pulvérisation. Le lubrifiant réduit le frottement lors de l'enroulement, protège contre les rayures et ajoute ce brillant qu'on voit sur les bobines dans les usines. Tout est automatique, sans faux mouvement. Car la moindre négligence, et il faudra jeter le fil. Et ça peut représenter jusqu'à 16 km de fil sur une seule bobine. Des chariots automatiques ou des convoyeurs récupèrent les bobines de la ligne d'enroulement. Certaines entreprises utilisent des bras robotisés qui soulèvent la bobine délicatement, comme un chaton nouveau-né, même si elle pèse 135 kg. Des milliers de tonnes de pression. Une vitesse de plus de 60 mètres par seconde. Et aucun droit à l'erreur. Au cœur d'une usine étincelante, où le grondement des presses se mêle au bruissement du métal, naît un matériau indispensable dans toutes les cuisines, les hôpitaux et même les fusées spatiales. C'est la feuille d'aluminium, plus fine qu'un cheveu humain, mais solide comme une armure. Comment transformer un lourd bloc d'aluminium en une bande brillante presque transparente? Comment atteindre une épaisseur parfaite de 6 microns, sans plis, fissures ou taches? On va te montrer comment, à partir de métal en fusion, naît la feuille d'aluminium qui conserve la chaleur, la stérilité et même la vie. Regarde bien, tu vas découvrir comment naît la plus fine arme de notre quotidien moderne. Tout commence avec un métal brillant qui a l'air d'avoir été tout juste sorti d'un lac d'argent des dieux. En réalité, c'est de l'aluminium recyclé, canettes de boisson, vieilles structures ou de la matière première issue de la bauxite. On le jette dans d'immenses fours industriels où règne une température d'environ 660 degrés, le point de fusion de l'aluminium. À l'intérieur, il ne fait pas juste chaud, c'est l'enfer. Le métal se transforme lentement en une masse liquide brillante qui ressemble à un miroir fondu. Et c'est là que la magie opère. On ajoute des alliages spéciaux, silicium, cuivre ou manganèse, pour donner à la feuille la dureté, l'élasticité et la résistance thermique nécessaires. C'est en gros la première recette de ce qu'on appellera plus tard la feuille d'aluminium parfaite. Toute cette masse brûlante est versée dans des poches de coulée spéciales, qui partent ensuite vers l'étape suivante. Mais avant de les laisser passer, les opérateurs prélèvent des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est exacte, qu'il n'y a pas d'impureté dans le métal liquide et que la température est parfaite. Ce qui est cool, c'est qu'à cette étape, les systèmes automatisés entrent souvent en jeu. Des capteurs spéciaux contrôlent la température, et un logiciel envoie un signal si quelque chose ne va pas. D'énormes fours à induction peuvent contenir jusqu'à 100 tonnes de métal en une seule fois. Une seule de ces coulées, c'est des centaines de kilomètres de futures feuilles d'aluminium. Impressionnant! L'aluminium, brûlant comme le soleil, qui vient de quitter le four de fusion, ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Emballage de chocolat, casque d'astronaute ou barbecue de jardin. Mais la prochaine étape est claire.
Le coulage en lingots. Ces gros blocs rectangulaires à partir desquels commencera le voyage vers la feuille d'aluminium. Le métal liquide est versé dans des machines de coulée en continu spécial. Elles le refroidissent instantanément, d'une température de plus de 600 degrés à 60 degrés, formant des blocs massifs pouvant atteindre 8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas encore une feuille, pas une bande, juste une ébauche. Mais elle doit déjà être parfaitement homogène, car la moindre petite bulle d'air ou particule étrangère dans la structure, et la feuille craquera plus tard, comme les nerfs avant une deadline. Le contrôle qualité ici est aussi de haute précision. À cette étape, on utilise des diagnostics par ultrasons, un peu comme ceux qu'on fait aux femmes enceintes. Sauf que, au lieu d'un bébé, il y a une future feuille d'aluminium. On cherche les défauts internes, micro-fissures, cavités, défauts de remplissage. Dès que les lingots refroidissent, ils sont envoyés pour un traitement mécanique. On égalise la surface, on la polit, on la marque. Ils ne sont plus anonymes. Chaque lingot a son numéro, son histoire et ses caractéristiques. On peut suivre son parcours depuis la coulée jusqu'au rouleau de feuilles d'aluminium fini. Et pendant qu'un lingot part au laminage, un autre est déjà en train de naître. La coulée ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause ni jour férié. Car le monde a besoin de feuilles d'aluminium pour cuire les patates au four, conserver les médicaments et dans certains cas, pour réfléchir les rayons du soleil en orbite terrestre. Alors, le géant d'aluminium part se reposer, mais pour très peu de temps. La première vraie épreuve l'attend, le laminage à chaud. Le lingot est chauffé à nouveau, cette fois-ci jusqu'à 400 degrés Celsius. Il n'est pas encore fondu, mais déjà malléable, comme de la pâte à ravioli. Après ça, il passe à travers d'énormes laminoirs, des cylindres d'acier, grands comme une pièce, qui le compressent avec une force gigantesque, transformant le bloc encombrant en une longue bande brillante. C'est un peu comme étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, sauf que le rouleau tourne à une vitesse allant jusqu'à 100 mètres par minute. Et la force de pression, c'est des centaines de tonnes. À chaque passage, la feuille devient plus fine et plus longue. Si au début son épaisseur étant de presque 60 cm, après quelques passages d'achaux, elle est inférieure à 10 mm. Ce n'est pas encore de la feuille d'aluminium, mais ça ressemble déjà beaucoup à quelque chose de familier. De grandes feuilles brillantes, qui refroidissent et sont enroulées en bobines, pouvant atteindre 150 mètres de long. Et tu sais ce qui est génial? Le laminage à chaud, ce n'est pas juste une simple compression physique. Ce qui compte ici, c'est la structure du grain du métal, son élasticité, sa tension interne. C'est pourquoi le laminage est contrôlé par des ordinateurs spéciaux avec des capteurs de température et des mesureurs d'épaisseur laser. Si quelque chose ne va pas, la ligne s'arrête. Les bobines refroidies sont placées dans des rayonnages spéciaux, comme du champagne dans une cave. Là, elles se reposent un peu, évacuant le stress du laminage, pour ne pas craquer ensuite à mi-chemin du supermarché. Après le laminage à chaud, la bobine d'aluminium ressemble à une tôle de toit de supermarché. Rugueuse, même si elle brille. Mais tu ne peux pas encore appeler ça de la feuille d'aluminium. Il faut la magie de la précision. Et cette magie, c'est le laminage à froid qui la crée. Cette fois, on ne réchauffe pas le métal. Au contraire, la bande est passée dans des laminoirs de haute précision, à température ambiante, où elle est comprimée encore plus fort par les rouleaux. La chaleur n'est pas nécessaire, car après le chauffage et l'étirement précédent,
l'aluminium est devenu suffisamment plastique pour se plier sous la force même sans réchauffement supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. L'épaisseur diminue jusqu'à 0,2 mm et parfois encore plus finement. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Imagine qu'une feuille aussi fine puisse être enroulée en une bobine longue de 20 km. Et tout ça à partir d'une seule ébauche. Le processus ressemble à un jeu délicat entre les rouleaux d'acier et le métal fragile. Mais la moindre erreur, et la feuille se déchire ou se froisse. C'est pourquoi le contrôle est presque de l'orfèvrerie ici. Ultrasons, lasers, scanners optiques. Tout travaille en synchronisation pour que la bande reste parfaitement droite, lisse, sans micro-fissures, ni bosses. Et un autre détail, le brillant miroir de la feuille d'aluminium. Ce n'est pas de la peinture ou du vernis. C'est le résultat du laminage par paire. 2 feuilles ensemble, les côtés brillants vers l'extérieur. Celles qui sont en contact avec les rouloirs deviennent mates et les extérieures brillantes. Ensuite, on les sépare simplement. D'ailleurs, c'est précisément dans ce processus que naissent la feuille d'aluminium ménagère, l'emballage pharmaceutique, la feuille pour les yaourts, le chocolat, le café, et aussi la feuille isolante pour l'espace et les voitures électriques. Tout ça, c'est le même matériau, juste traité et coupé différemment. Et dès que la feuille atteint l'épaisseur voulue, elle est trempée dans des fours pour éliminer les tensions internes et préparée pour l'étape finale, la découpe et l'emballage. Vous n'imaginez même pas combien de kilos de saucisses arrivent chaque jour sur les étals des magasins. Ce produit est devenu banal pour beaucoup, mais peu de gens savent ce qui se cache derrière sa création à l'échelle industrielle. Le processus technologique semble simple. La viande se transforme en saucisse, mais en réalité, c'est une combinaison complexe de savoir-faire, de contrôle qualité et de respect rigoureux des recettes. Comment des porcs vivants à la ferme deviennent-ils cette saucisse parfumée et juteuse que nous avons l'habitude de voir dans notre frigo? On vous invite à jeter un œil en coulisses. On prévoit que d'ici 2033, la consommation de porc par habitant aux États-Unis atteindra 24 kg. Ça montre bien que la demande pour le porc reste stable, malgré les changements dans les préférences des consommateurs. Pour faire de la saucisse, on élève généralement des races de porc spéciales, qui ont un équilibre optimal entre viande et gras. Souvent, pour la fabrication de la saucisse, on mélange la viande de différentes races pour obtenir le bon équilibre de gras, de goût et de texture. En plus, une alimentation et des conditions d'élevage correctes jouent un rôle super important. Ça aussi, ça influence le produit final. Les porcs doivent avoir assez d'espace, être au propre et dans le confort, parce que le stress, ça a un impact négatif sur la qualité de la viande. Elle devient plus dure et moins juteuse. C'est pourquoi les fermes modernes assurent aux porcs une bonne ventilation, une température agréable et un nettoyage régulier. L'alimentation, c'est le facteur clé. Le régime comprend des aliments équilibrés, avec suffisamment de protéines, de graisses, de glucides, ainsi que des vitamines et des minéraux. En général, la base, ce sont des céréales, des compléments protéinés et des prémélanges spéciaux. Ça assure une prise de poids rapide et améliore la structure des muscles. Ce qui est important, c'est que le gras des porcs soit suffisamment tendre et parfumé pour que la saucisse ait un goût agréable et soit bien juteuse. C'est pour ça que les éleveurs contrôlent non seulement la quantité de nourriture, mais aussi sa qualité. L'ajout d'additifs naturels dans l'alimentation, qui améliore la santé des animaux et le goût de la viande, est aussi très populaire.
Les porcs sont sélectionnés et préparés pour le transport afin de minimiser le stress et les blessures. Il est crucial de respecter les règles de bien-être animal. Par exemple, ne pas surcharger les camions et assurer une bonne ventilation. Les porcs sont transportés dans des camions spéciaux, souvent à plusieurs niveaux, pour utiliser l'espace au maximum, tout en veillant au confort des animaux. Pendant le trajet, on contrôle la température et la ventilation. À leur arrivée, les animaux sont examinés par des vétérinaires qui vérifient leur état. Si tout va bien, le processus technologique de transformation commence. Abattage, traitement de la viande, puis fabrication de la saucisse. Ce mode de transport permet de préserver la qualité de la viande, mais il exige en même temps une attention particulière au bien-être des animaux à chaque étape. Une fois les porcs vivants arrivés à l'usine, on les dirige d'abord vers des enclos spéciaux pour qu'ils s'adaptent et se reposent. Ça aide à réduire le stress, ce qui est important pour la qualité de la viande. Ensuite, les animaux sont examinés par des vétérinaires qui confirment leur état et leur aptitude à la transformation. Vient ensuite l'abattage, réalisé de manière humaine, avec des méthodes qui minimisent la douleur et la peur. Après l'abattage, les carcasses passent par plusieurs étapes de traitement. Dépouillement, on enlève la peau, éviscération, on enlève les organes internes, lavage et refroidissement. Le refroidissement, c'est une étape très importante qui ralentit le développement des bactéries et préserve la fraîcheur de la viande. Après le refroidissement et la préparation des carcasses, arrive une étape clé de la production de saucisses, le hachage de la viande. C'est un processus super important, car c'est de lui que dépendra la texture du futur produit. D'abord, la viande est coupée en morceaux de taille appropriée, en enlevant les gros os et l'excès de graisse pour assurer un mélange homogène. Ensuite, les morceaux sont envoyés dans un hachoir, un équipement spécial avec des couteaux et des grilles qui coupent la viande à la granulométrie voulue. La taille des particules hachées peut varier selon le type de saucisse. Pour certaines, on a besoin d'une texture plus grossière. Pour d'autres, d'une masse fine, presque pâteuse. C'est à ce stade qu'on ajoute aussi les autres ingrédients. Sel, épices, agents de remplissage, stabilisants et autres additifs qui influencent le goût et la structure. Il est important que la viande ne surchauffe pas pendant le hachage, car ça pourrait dégrader sa qualité. Les protéines coagulent. Et la texture devient sèche et dure. C'est pourquoi le processus est contrôlé et on maintient une température basse. Après le hachage, le mélange est soigneusement pétri pour que tous les ingrédients soient répartis uniformément et que la saucisse soit juteuse et parfumée. C'est cette étape qui forme la base du goût et de la consistance future de la saucisse. Et maintenant, le plus intéressant. Une fois que le mélange de viande et d'épices est parfaitement pétri, il part à l'embossage. C'est le processus où la masse de viande est introduite dans les boyaux à saucisses. Ça se fait avec des machines spéciales, des poussoirs, qui injectent le mélange sous pression dans des boyaux naturels ou artificiels. Les boyaux naturels, ce sont généralement des intestins de porc ou de bœuf qui donnent à la saucisse son aspect traditionnel et une certaine texture. Les boyaux artificiels, faits de cellulose ou de collagène, sont plus résistants et permettent de créer différentes formes. Pendant l'embossage, il est très important de ne pas laisser de poche d'air. Sinon, la saucisse va faire des bulles et risque de mal se conserver. C'est pourquoi les opérateurs surveillent le processus et les machines sont parfois équipées d'aiguilles spéciales pour évacuer l'air. Après ça, les saucisses passent au traitement thermique, cuisson, fumage ou séchage, selon le type de produit. Ça fixe la forme, développe le goût
et assure la sécurité pour le consommateur. Ensuite, on les plonge dans de l'eau froide, ou on les place dans des chambres spéciales à basse température, où on les amène progressivement à la température de conservation optimale. Vient ensuite l'emballage. Pour ça, on utilise différents matériaux, des films, des emballages sous vide ou des sachets thermorétractables. L'emballage ne protège pas seulement la saucisse des facteurs extérieurs, mais il prolonge aussi sa durée de conservation. L'emballage sous vide, par exemple, élimine l'air et empêche le développement des bactéries. Après l'emballage, chaque saucisse reçoit une étiquette qui contient toutes les informations sur le produit. On y indique la date de fabrication, ce qui permet de contrôler la date limite de consommation. En plus, on mentionne obligatoirement la composition. Pour que le consommateur sache avec quels ingrédients la saucisse est faite, c'est important pour les personnes allergiques ou celles qui suivent un régime alimentaire particulier. Sur l'étiquette, on précise aussi les conditions de conservation et la date limite de consommation recommandée. L'étiquetage n'aide pas seulement les acheteurs, mais aussi les vendeurs et les organismes de contrôle à suivre la qualité et la sécurité du produit. Une fois les étiquettes apposées, les saucisses sont emballées dans des cartons de transport et envoyées à l'entrepôt ou directement dans les magasins et supermarchés. Là, le produit attend l'acheteur, prêt à arriver sur la table et à régaler par son goût. Et savez-vous que la plus ancienne saucisse connue date de plus de 3000 ans? Les archéologues ont trouvé des restes de saucisses dans l'Égypte ancienne. À l'époque, les saucisses étaient fabriquées avec un mélange de viande, d'épices et d'herbes, enveloppées dans des boyaux naturels, très similaires à ceux qu'on utilise encore aujourd'hui. Ça prouve que l'amour de la saucisse, c'est un véritable rituel ancestral qui a traversé les millénaires et nous est parvenu presque sans changement. Chaque année, dans le monde, on extrait plus de 3 millions de tonnes de nickel, un métal sans lequel on ne pourrait même pas imaginer l'industrie moderne. Mais est-ce que tu savais que ce métal brillant commence son voyage dans les entrailles de la Terre? Dans d'énormes carrières, grandes comme des stades de foot, des excavatrices géantes avec des godets de 20 tonnes extraient le minerai qui deviendra la base de l'industrie du nickel. Et sous terre, dans des mines profondes, des foreuses spéciales creusent des tunnels par lesquels on remonte chaque jour des milliers de tonnes de matières premières. Ce n'est pas juste de l'extraction, c'est une véritable opération industrielle à grande échelle. Tu veux voir comment, à partir de cette matière brute, on crée du nickel pur et étincelant? Reste avec nous. Tu vas être bluffé par l'ampleur et les technologies de ce processus. Tout commence par l'extraction du minerai. Le nickel, on le trouve dans deux types principaux de minerais, les sulfures, qui sont les plus concentrés, et les latérites, moins riches en métal. L'extraction se fait soit en souterrain, soit à ciel ouvert dans des carrières, ça dépend de la profondeur à laquelle se trouve le minerai. Des dizaines d'excavatrices géantes, de tombereaux, ces énormes camions de carrière, et de foreuses travaillent dans la carrière, qui peut être aussi grande qu'un stade, voire un quartier entier. D'énormes excavatrices, avec des godets capables d'embarquer 20, voire 40 tonnes de roches d'un coup, mordent la terre en rythme, remontant des blocs de minerais géants à la surface. Les tombereaux, hauts comme des immeubles de 2 étages, font la navette sans arrêt entre la carrière et l'usine, transportant chacun 200 ou 300 tonnes de chargement. Tout ça dans un vacarme de moteurs, des nuages de poussière et l'éclat du métal sous le soleil. Sous terre, dans les mines, des foreuses creusent des tunnels et des convoyeurs spéciaux transportent le minerai jusqu'à la surface. Chaque jour,
On extrait ici des milliers de tonnes de roches. Et ce flux continu de matières premières, c'est un peu comme une artère géante qui nourrit l'industrie moderne. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers l'usine, où l'attend la première étape, le concassage. D'abord, le minerai passe dans des concasseurs. Ce sont de grosses machines avec de puissants arbres rotatifs, ou des marteaux qui réduisent la roche en morceaux de la taille d'un poing, ou plus petits. Un bruit assourdissant et des vibrations remplissent l'endroit, et la poussière s'élève dans l'air comme un nuage. Ensuite, ces morceaux passent dans des broyeurs, de longs tambours cylindriques qui tournent lentement. À l'intérieur, il y a des boulets de pierre lourds, ou des barres d'acier qui, en tournant, broient le minerai encore plus finement, jusqu'à la taille de grains de sable ou même de poudre. Ce processus s'appelle le broyage fin. Tout le temps, à l'intérieur des tambours, il y a des frottements et des chocs continus qui désintègrent la roche dure en petites particules, libérant les précieux minéraux de nickel de la gangue stérile, la roche sans valeur. Cette poudre passe ensuite à travers un tamis, qui sépare les particules trop grosses et les renvoie dans le broyeur pour un broyage supplémentaire. C'est comme ça que les métallurgistes obtiennent un matériau homogène, prêt pour les étapes suivantes d'enrichissement. Quand 90% du minerai a été broyé à moins de 44 millièmes de millimètre, c'est minuscule. On le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans de grandes machines de flottation, des cuves ou des cellules qui peuvent se contenir de quelques centaines à des milliers de litres. On injecte de l'air dans cette pulpe, ce qui forme des millions de petites bulles. Ces bulles s'accrochent aux particules hydrophobes des minéraux, par exemple les sulfures de cuivre et de nickel, et les font remonter à la surface. Le processus de flottation dure entre 15 et 25 minutes à chaque étape, et le nombre de cycles ainsi que le volume des produits en circulation sont optimisés pour récupérer un maximum de métaux. En général, la flottation comprend plusieurs stades. La flottation primaire, la flottation intercyclique et la flottation sélective pour séparer les concentrés de cuivre et de nickel. Après la flottation, on obtient un concentré, où la teneur en cuivre et en nickel a considérablement augmenté, jusqu'à 10 ou 20%, et même plus, alors que dans le minerai de départ, il n'y en avait que quelques pourcents. Les rejets de la flottation, eux, contiennent surtout de la roche stérile et une quantité minimale de métaux. Le volume des installations de flottation et le débit d'alimentation en pulpe peuvent atteindre des centaines de mètres cubes par heure. Grâce à la flottation, on récupère plus de 85% du cuivre et du nickel présents dans le minerai, ce qui en fait l'une des méthodes d'enrichissement les plus efficaces. D'énormes fours brûlent d'un feu rouge-orangé éclatant, comme si le cœur de l'usine métallurgique battait au rythme du métal en fusion. La température ici atteint l'incroyable chiffre de 1550 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave volcanique la plus brûlante. Dans ces fours, le concentré de nickel enrichi est grillé pour le débarrasser du soufre et d'autres impuretés indésirables. Le feu et la chaleur purifient le métal, en expulsant tout ce qui est superflu. Après le grillage vient le moment de la fusion. Le concentré est transféré dans des fours spéciaux où la température est maintenue si élevée que le métal se transforme littéralement en lave liquide. On y ajoute des fondants, comme de la silice, qui aident à séparer le laitier, une substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, tel un nuage, recouvre le métal en fusion, le protégeant de l'oxydation. Et en dessous, sous ce nuage, se forme l'amat, un mélange fondu de nickel, de fer, de cuivre et de soufre, qui brille d'une lumière rouge intense. Les mouvements du métal dans le four ressemblent à une lente danse de vagues de feu. La conversion, c'est l'une des étapes les plus importantes et les plus impressionnantes dans la production du nickel, où le métal fondu passe par une véritable tempête purificatrice. Une cuve métallique géante,
le convertisseur, d'un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes, est rempli de mat fondu, ce mélange de nickel, de fer, de cuivre, de soufre et d'autres impuretés. La température ici dépasse les 1500 degrés Celsius et le métal brûle littéralement d'une lumière rouge vif. Dans ce métal en fusion, on commence à souffler de l'oxygène ou de l'air sous haute pression par des tuyères spéciales. On peut imaginer ce processus comme une tempête dans une mer de métal en fusion. Sous l'effet de l'oxygène, des réactions chimiques se déclenchent. Le soufre s'oxyde et se transforme en dioxyde de soufre, un gaz qui est évacué du four, tandis que le fer s'oxyde et passe dans le laitier, cette substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, formé par le fer oxydé, le soufre et d'autres impuretés, s'accumule en haut et est retiré périodiquement, laissant en dessous un métal de plus en plus pur. Les langues de feu et les étincelles qui jaillissent du convertisseur pendant le soufflage créent un spectacle impressionnant qui rappelle une véritable éruption volcanique. Tout l'atelier est rempli de grondements et de vacarmes. Le processus de conversion dure de quelques minutes à une demi-heure, selon le volume et la composition du bain fondu. Il est crucial de contrôler précisément la durée et l'intensité du soufflage pour ne pas perdre le précieux nickel et obtenir un produit le plus pur possible. Une fois la conversion terminée, le métal contient environ 70% de nickel, ce qui signifie qu'il est presque prêt pour l'affinage ultérieur. L'affinage du nickel se fait le plus souvent par électrolyse. Dans des cuves spéciales, contenant des sels de métal fondu, on place des anodes en nickel semi-purifiées et les cathodes sont des plaques de métal pur. Sous l'effet du courant électrique, le nickel de l'anode se dissout sous forme d'ion, puis se dépose sur la cathode sous forme d'un dépôt métallique pur. Ce processus se déroule à une température d'environ 70 degrés et avec des densités de courant élevées, ce qui assure un dépôt cathodique dense et homogène. La consommation d'énergie est d'environ 0,3 kWh par kilogramme de métal. Pourquoi une partie des vieux médicaments est-elle détruite, alors qu'une autre, revient dans le circuit? Chaque jour, dans le monde entier, on produit des centaines de milliers de tonnes de déchets médicaux, des seringues usagées, des ampoules vides, des tubes à essai pleins de sang, des gants chirurgicaux, des médicaments périmés. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils deviennent ensuite? Tu sais que certains de ces déchets peuvent rester dangereux pendant des années? Et qu'une mauvaise élimination peut carrément provoquer des catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on va jeter un œil derrière les portes des entreprises spécialisées, où des autoclaves, des fours à très haute température et même des réactions chimiques transforment des substances dangereuses en déchets inoffensifs. Comment on stérilise une seringue exactement? Et quels sont les risques liés à une élimination illégale? Reste bien avec nous. La suite, c'est du très très lourd. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique, on génère plus de 6 millions de tonnes de déchets médicaux. Et non, la majorité, c'est pas des produits ultra toxiques. La plupart du temps, on parle juste de gants, de bandages, de blouses, de serviettes, en contact avec des fluides biologiques. Mais tout ça, c'est considéré comme potentiellement infectieux, donc hors de question de les balancer à la poubelle classique. Dans chaque hôpital, clinique, cabinet dentaire, laboratoire ou centre vétérinaire, bref, partout où on soigne, il y a des zones clairement définies pour stocker temporairement les déchets. Les objets à risque, comme les seringues, aiguilles, ampoules, bistouris,
sont mis dans des conteneurs rigides, marqués « objets tranchants ». Ils sont hermétiques et surtout impossibles à percer. Les matériaux humides ou souples, comme les compresses, la gaze, les serviettes, vont dans des sacs spéciaux, souvent rouges ou jaunes, bien fermés. Dans les grands centres médicaux, on les ramasse tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Dans les plus petits, c'est une fois par semaine, ou toutes les 2. Les entreprises qui gèrent ces déchets viennent selon un planning précis. Elles embarquent les conteneurs pleins et laissent des neufs. Tout le trajet est suivi, enregistré, pour éviter toute fuite de substances dangereuses. Un gros hôpital, à lui seul, peut produire jusqu'à 5 tonnes de déchets médicaux par jour. À l'échelle nationale, les établissements américains représentent entre 15 et 20% des déchets biologiques dangereux de la planète. Et même si environ 85% de ces déchets ne sont pas infectieux, ils doivent quand même être traités avec sérieux. Après la collecte, tous les conteneurs sont envoyés vers des installations spécialisées, que ce soit des entreprises privées comme Stericycle ou Daniels Health ou des centres publics. La méthode la plus utilisée, la stérilisation à la vapeur sous pression. Les déchets sont placés dans des chambres hermétiques, puis exposés à de la vapeur, entre 120 et 1 et 134 degrés Celsius, sous 2 ou 3 atmosphères de pression. Le processus dure entre 30 et 60 minutes. Et là, plus de bactéries, plus de virus, plus de champignons. Une fois traité, ce type de déchet n'est plus dangereux. Il est jeté comme une ordure normale. Cette technique permet de traiter environ 30% des déchets médicaux, soit entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. On parle ici de bandages, gaz, blouses, gants, serviettes après injection, seringues sans aiguille, pinces en plastique, tubes, petits contenants sans liquide, flacons usagés, pipettes, boîtes de pétri. Mais certains déchets, les plus risqués, doivent être incinérés. Et là, on monte à 800, voire 1200 degrés Celsius. Ce traitement réduit le volume des déchets de 90 à carrément 95%. On incinère quoi? Des bouts de tissu, des organes, des membres amputés, des restes fétaux, des fluides biologiques en grande quantité, des médicaments périmés ou interdits, des vaccins, des produits hormonaux, des substances de chimiothérapie et bien plus encore. Les déchets sont introduits dans le four via des trémies ou des vis sans fin pour une alimentation continue. À l'intérieur des fours, il y a plusieurs niveaux de combustion. La première chambre brûle les déchets principaux. La chaleur y est telle qu'elle dégrade totalement les matières organiques. La deuxième chambre, elle, monte encore en température pour détruire les gaz résiduels et limiter les émissions nocives. Et ensuite, les gaz passent par des filtres qui éliminent les polluants. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, fumée toxique. Les médicaments ont tous une date de péremption. Au-delà, certains deviennent moins efficaces, voire dangereux. Ceux à base de substances actives instables sont systématiquement détruits à l'expiration. Mais parfois, même périmés, certains restent efficaces, à condition d'avoir été bien stockés. Les médicaments non encore expirés, bien conservés, jamais ouverts, peuvent être remis sur le marché. Il existe des procédures précises. Les pharmacies peuvent récupérer des stocks non vendus, scellés, et les revendre, mais sous contrôle strict
Et selon les pays ou les régions, les règles varient. Certains acceptent de remettre en circulation des médicaments considérés comme sûrs. D'autres interdisent totalement cette pratique. Il existe aussi des programmes de retour. Quand un patient arrête un traitement ou a des médicaments non utilisés, il peut les ramener en pharmacie. Ces médicaments peuvent être réutilisés ou éliminés correctement s'ils ne sont plus utilisables. Certains médicaments périmés ou ouverts sont parfois utilisés pour la recherche, pour tester leur stabilité ou leur efficacité au-delà de la date limite. On estime que jusqu'à 15% des médicaments vendus en pharmacie finissent jetés, car périmés. Vu la valeur du marché pharmaceutique mondial, cela représente chaque année des milliards d'euros de pertes. D'après certaines études, jusqu'à 90% des médicaments resteraient efficaces après leur date de péremption, si les conditions de stockage ont été respectées. Mais franchement, d'un point de vue humain, on ne conseille pas d'expérimenter avec ça. À moins d'une urgence vitale, bien sûr. Éliminer des médicaments, ça coûte cher. En Europe, où les règles sont très strictes, le traitement des médicaments périmés ou toxiques coûte des dizaines de millions d'euros par an. Alors évidemment, certaines entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Le marché noir des déchets médicaux est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Même des sociétés officielles, pourtant agréées, enfreignent parfois la loi, en choisissant des méthodes moins chères, mais beaucoup moins sûres.